Bonjour tout le monde. On va voir dans cette présentation une conduite à tenir devant une adénopathie et splénomégalie, c'est la dernière conduite à tenir, et une révision générale du chapitre des hémopathies malignes. Donc, on va commencer avec la conduite à tenir devant une adénopathie. Un ganglion superficiel, palpable et pathologique. Normalement, quand on palpe les aires ganglionnaires, on ne trouve pas d'adénopathie. Les ganglions ne sont pas palpables, sauf parfois des micro-adénopathies euh, infracentimétriques, inférieures à 1 cm. Tout ganglion qui dépasse 1 cm ou un guinon supérieur à 1,5, il faut retenir surtout 1 cm, c'est pathologique. Il y a parfois, on palpe des micro-adénopathies, c'est physiologique, surtout chez les sujets maigres, voilà. Donc, la démarche diagnostique devant une adénopathie isolée ou multiple repose sur, bien sûr, toujours, toute question, tout signe, la conduite doit suivre euh, cette démarche. Donc, un interrogatoire rigoureux, un examen clinique systématique et quelques examens biologiques. Toujours, on a les examens d'orientation et les examens de confirmation ou examen de certitude. Donc, adénopathie, elle peut être secondaire à une infection, elle peut être tumorale, donc maladie maligne, ou bien elle évolue dans un contexte de maladie du système immunitaire. Ça, c'est pour simplifier les différents groupes des adénopathies. On a une adénopathie, soit elle est liée à une infection, soit secondaire à c'est tumoral, soit hémopathie maligne, soit métastase, etc. C'est tumoral, c'est malin. Ou bien c'est dans un contexte d'une maladie, une maladie systémique. Donc, on a par exemple le lupus, on peut avoir parfois des adénopathies, etc. Il y a des maladies de système qui peuvent donner des adénopathies. Donc voilà, on ne revient pas sur la structure anatomique d'un ganglion. On a vu qu'il y avait capsule, la région sous-capsulaire, la région corticale, la région médulaire. Il y a le île, il y a les vaisseaux afférents, vaisseaux lymphatiques efférents. Il sert de drainer la lymphe, tous les organes et moyens d'épuration. Et on a la circulation vasculaire, artère et la circulation artério-veineuse. Voilà. On a le follicule primaire après stimulation antigénique, on a le follicule secondaire. La zone sous-capsulaire et corticale, ce sont des zones T dépendantes. La zone corticale qui est zone B dépendante. Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, on a les différentes aires ganglionnaires. Il faut connaître les aires ganglionnaires. Donc, on a les aires ganglionnaires cervicales, axillaires, inguinales et on a susclaviculaire, occipital. Vous avez le patient devant vous. Comment on va palper les aires ganglionnaires? Donc, on commence par la région cervicale, on palpe donc la région sous-maxillaire, ensuite occipitale, cervical haut, cervical basse, moyen, cervical bas, la région cervicale basse, et susclaviculaire en crochet, les mains en crochet, axillaire bilatéral, la région épitrocléenne. Ensuite, on va palper la région inguinale et crurale et la région poplitée, du creux poplité. Donc voilà les différentes aires ganglionnaires. Donc voilà les territoires. Donc, et chaque aire ganglionnaire draine une partie du corps. C'est très important. Par exemple, l'axillaire, elle va drainer bras gauche. Le médiastin, la plupart, on a ces médiastinales et il y a la veine lymphatique. Une partie du médiastin avec le côté droit, mon supérieur côté droit. Et tous les autres aires ganglionnaires vont déboucher dans le canal, être collectés dans le canal thoracique qui va se jeter dans le crocus claviculaire gauche et la veine lymphatique dans le crocus claviculaire droit. Donc voilà les différentes aires ganglionnaires et chaque aire ganglionnaire draine une partie du corps.
c'est bon de connaître ça. Par exemple, vous voyez, si on a une infection de la main, donc on aura des adénopathies cervicales. Si on a un carie dentaire, on aura une adénopathie sous-maxillaire ou cervicale parce que cette partie, les dents sont drainées par cet aire ganglionnaire. Voilà. Donc, par exemple, si on a une infection du cœur, on aura une hypertrophie de cette. Donc, c'est bien de connaître les différents territoires sur un schéma scientifique. Voilà. Ensuite, notre démarche diagnostique. L'interrogatoire doit être minutieux. Donc, il faut rechercher les circonstances découvertes, la date de début, c'est très important. Est-ce que c'est aigu, c'est chronique, c'est subaigu, c'est inférieur à un mois, 3 mois, 6 mois, une année. Donc, euh, la date, c'est important. Il faut toujours rechercher les signes accompagnateurs. Est-ce qu'il y a de l'asthénie? Est-ce qu'il y a des signes généraux? Est-ce qu'il y a des signes d'imprégnation tuberculinique? Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a donc, c'est très important de connaître les signes accompagnateurs. Les circonstances du diagnostic, donc le motif de consultation, est-ce que c'est douloureux? Voilà, donc les caractères. Euh, Est-ce que c'est l'astine et le motif de consultation? Est-ce que c'est le volume des adénopathies? C'est très important. Ensuite, on va demander les conditions de vie. Il faut rechercher, est-ce qu'il a fait des voyages récemment? Est-ce qu'il a fait, donc, est-ce que dans l'entourage, il y a notion de comptage tuberculeux? Niveau socio-économique, donc, habitation rurale, habitation, donc, il habite les fermes, est-ce que son travail, donc la profession, donc il y a des éléments qui vont nous orienter. Est-ce que, par exemple, pour la toxoplasmose, est-ce qu'il a un chat chez lui ou chez elle? Donc, rechercher donc l'entourage, l'environnement, des éléments qui peuvent nous orienter vers un diagnostic précis. Surtout chez les patients, généralement, on demande des conditions socio-économiques, on demande la notion de comptage tuberculeux et prise de toxiques ou non. Voilà, c'est les éléments les plus, et le voyage, vaccination, présence d'animaux, voilà. Ensuite, on examine notre patient. Comment on va examiner? Donc, les le patient bien installé, donc il faut toujours rassurer le patient, avoir et faire un examen minutieux, donc palper aire par aire ganglionnaire. Donc on commence cervical, occipital, euh, il faut toujours réchauffer les mains pour ne pas, pour que le patient soit à l'aise et palper doucement. Donc pour que la palpation soit pas douloureuse. Et palper aire par aire ganglionnaire, il faut être systématisé, donc comme ça, bien systématisé, comme ça vous n'allez pas passer à côté d'une autre ganglionnaire, comme ça vous aurez une vision sur le bilan lésionnel, donc surtout les adénopathies superficielles. Ensuite, donc, ce qui est important, donc, quand on confirme réellement c'est une adénopathie, c'est pas un lipome, il faut éliminer le diagnostic, c'est pas un kyste, c'est pas, etc. Donc, tous les diagnostics différentiels, éliminer tout ce qui est différentiel, diagnostic différentiel, préciser les caractères il y a des caractères, donc, d'adénopathie infectieuse et il y a d'autres tumorales. Par exemple, une adénopathie douloureuse, il faut rechercher les causes infectieuses. Quand c'est pas douloureux, ça nous oriente vers quelque chose de tumoral. La mobilité, l'adhérence profonde, donc c'est ça, les signes de périadénite, les signes inflammatoires, la rougeur, la douleur et la chaleur, l'adhérence au plan profond, profond superficiel, la consistance ferme ou consistance ferme ou bien dure, etc. Et les dimensions près 1-2 cm, l'état cutané, l'ocorégional, etc. Ensuite, l'examen général. Par exemple, si on a de douloureuse, il faut rechercher une infection locorégionale. Par exemple, si on a des adénopathies axillaires gauche, pour les femmes, il faut palper les seins.
c'est pas douloureux, donc à la recherche de nodules, etc. C'est douloureux, on recherche hydrosadénie, une infection du bras, etc. Donc ça, un examen complet. Rechercher les signes généraux, la fièvre, la sueur et l'altération, fièvre, sueur profuse mouillant le linge, fièvre, donc fièvre qui n'est pas en rapport avec une infection, surtout nocturne, et un maigrissement supérieur à 10% du poids corporel pendant 6 mois. Donc ça, c'est les 3 signes fonctionnent. Et pour l'Hodgkin, il y a le signe péjoratif qui est une priorité. Les signes d'imprégnation tuberculinique, également les sueurs, la fièvre, l'amaigrissement, l'existence d'une hépatomégalie, des signes d'insuffisance médulaire, donc un examen clinique complet. On commence lymphoganglionnaire, hématologique à la recherche de cytopénie, l'hépatospllénomégalie, c'est associé, s'il y a de la fièvre, un bilan infectieux, donc un examen infectieux, examen pleuropulmonaire, examen OA, et surtout on va s'orienter par rapport à la région touchée. C'est d'orientation, l'examen bucco-dentaire, pharyngé, donc ça c'est la recherche de porte d'entrée infectieuse, on est devant un tableau infectieux. Maladie de système, donc on recherche les signes d'appel. Voilà. Pour les diagnostics différentiels, par exemple, dans tous les territoires, ça peut prêter à confusion avec les pommes, les fibromes. Territoire cervical, on peut avoir hypertrophie des glandes salivaires, que ce soit la parotide, son maxillaire, etc. On peut avoir l'association des deux, les kystes du tractus stérioglosse, les kystes bronchiaux, les kystes dermoïdes, donc tous les kystes peuvent, on peut les comparer avec des adénopathies, les tumeurs thyroïdiennes, l'abscisse parthymole, code territoire axillaire, c'est surtout les hydrosadénies, c'est les suppurations des glandes sudorales apocrines. Et territoire inguinal, c'est l'hydrosadénite, l'abcès, l'hernie, ça c'est les différents diagnostics différentiels. Une fois on confirme notre diagnostic, donc que ce soit cliniquement, donc c'est une adénopathie, si c'est difficile de faire la part des choses, on peut demander échographie pour voir est-ce que c'est réellement une adénopathie ou kyste ou bien autre chose. Une fois on confirme l'adénopathie, donc on a bien examiné, on est orienté cliniquement, on va demander les examens d'orientation de première intention. Les examens de première intention, c'est l'hémogramme, radiographie thorax et l'IDR à la tuberculine. Ça, c'est les premiers examens. Premier examen d'orientation. Et on a l'examen d'orientation qui est la cétoponction. En fait, on a déjà parlé de la cétoponction dans le cours des lymphomes. C'est patient il est installé, on va ramener une aiguille, on ponctionne la ganglion à l'aiguille fine. Ensuite, par capillarité, le sucre remonte dans l'aiguille. Ensuite, on va injecter ce sucre sur une lame grâce à une seringue pré-remplie d'air. On fait l'étalement, on colore un MGG et on va analyser notre frottis ganglionnaire sur microscope optique. Mais ça nous permet que de faire que l'étude cytologique. Donc on va voir les cellules. On n'a pas une idée sur l'architecture ganglionnaire. Donc voilà, c'est à visée cytologique et on peut prélever le sucre ganglionnaire pour études bactériologiques, surtout quand on ponctionne on a du pu. Il faut prélever et l'acheminer en microbiologie et parasitologie pour études microbiologiques et parasitologiques et recherche PK, recherche de germes banaux, recherche de germes spécifiques. Donc voilà, quand on fonctionne, on va voir l'aspect du sucre ganglionnaire également. Donc voilà l'intérêt de cette fonction. Mais ça permet d'orienter. Donc on va rechercher est-ce qu'il y a des cellules malignes ou non. Est-ce que c'est une infiltration monomorphe? Ça nous oriente vers un syndrome lymphoprolifératif. Est-ce que c'est réactionnel? Donc, ça nous oriente vers une adénite réactionnelle. Est-ce que c'est infectieux, un fond sale, etc. Donc, il y a des éléments cytologiques qui vont nous orienter vers infectieux, vers inflammatoire, vers réactionnel ou tumoral, ou lymphome de Hodgkin qui est défini par un granulome inflammatoire avec les cellules de Sternberg. Ça nous va. Et l'examen de confirmation et de certitude, c'est la biopsie ganglionnaire. La biopsie ganglionnaire, elle est surtout indiquée en cas de suspicion de syndrome tumoral. D'une tumeur maligne.
Donc voilà, si on a un contexte infectieux qui est évident et d'hier à la tuberculose positive, c'est une tuberculose, donc c'est pas la peine. Parfois, on fait recours à la biopsie quand le diagnostic est difficile à évoquer, mais pas, on s'oriente, mais le plus souvent en cas d'infection, on n'est pas obligé de faire la biopsie. Mais dans les tumorales, c'est obligatoire pour poser, que ce soit hémopathie maligne ou bien autre. Et on a les autres examens, vitesse de sédimentation, recherche syndrome inflammatoire, myélogramme, si on a des cytopénies associées. Donc, on fait un myélogramme, sérologie virale parasitaire. Donc, voilà les examens d'orientation et l'examen de certitude qui est la biopsie ganglienne. Devant toute adénopathie, ça c'est un message, euh, devant toute adénopathie, il faut faire un hémogramme à la recherche d'une lymphocyte. Si on a une lymphocytose, donc on va s'orienter, sujet âgé, on va s'orienter vers un LLC. Voilà, c'est pour ça que il faut avoir le maximum d'informations théoriques afin de bien guider votre, comme ça vous allez avoir un maximum d'informations et vous allez les organiser en fonction des orientations diagnostiques, des conduites à tenir. Voilà. Donc quand on a une lymphocytose, ça nous oriente vers une LLC. Quand on a par exemple adénopathie et des cytopénies, donc je suspecte une leucémie aiguë, je fais le médulogramme. Donc voilà, le plus important, une adénopathie, je confirme l'adénopathie, je palpe, je recherche donc l'interrogatoire minutieux, l'examen clinique, ensuite on fait un hémogramme, la recherche de cytopénie, hyperleucocytose, lymphocytose, etc. Hémogramme avec frottis sanguin équilibre leucocytaire, radiographie du thorax à la recherche surtout de tuberculose pulmonaire ou bien dans le cas de pénodexon à la recherche d'adénopathie profonde, etc. Et l'idéal à la tuberculose afin d'éliminer la tuberculose. Ensuite, ça c'est les éléments, et on a cytoponction. N'hésitez pas à demander une cytoponction devant toute adénopathie. Parfois, c'est évident, c'est pas un carré dentaire, ça évolue depuis 2 jours, 3 jours et c'est douloureux. Donc, c'est infectieux, c'est pas la peine de faire la cytoponction, etc. Mais quand ça prend du temps, c'est subaigu, ça évolue 3 mois, c'est pas douloureux, c'est pas infectieux, de préférence faire une cytoponction. Donc, n'hésitez pas de faire une cytoponction. L'hémogramme, radiographie et dire c'est des examens X, donc d'orientation. Ensuite, on a cette fonction. Et puis, il faut être clinicien, avoir le maximum d'informations cliniques, interrogatoire minutieux. Ensuite, les examens biologiques. Il ne faut pas demander des examens inutiles. Il faut être bien guidé. Comme ça, vous allez demander des examens appropriés et on sera efficace. Voilà. Ensuite, quand il y a un contexte inflammatoire, c'est la vitesse de sédimentation, myelogramme en cas de cytopénie, les sérologies virales, c'est on est s'il y a devant des adénopathies, surtout chez les enfants, syndrome mononucléosé, etc. Donc voilà les examens. L'examen de certitude, c'est la biopsie ganglionnaire qui reste l'examen final de la démarche diagnostique et l'examen qui va permettre de faire et l'étude bactériologique. On peut faire plein d'études bactériologiques. On peut faire l'étude histologique, surtout ça c'est le plus important, et étude immunohistochimique et parfois étude cytogénétique. Donc voilà les différentes, donc la biopsie elle sert surtout étude histologique et immunohistochimique. Et on a l'étude bactériologique. Donc voilà les examens on- voilà une démarche diagnostique. Ensuite, on aura un diagnostic. On peut regrouper les différentes étiologies. Il y a 2 types de classification, soit les 3 grandes étiologies, soit origine infectieuse, origine tumorale ou maladie de système. L'origine infectieuse, elle peut être infection localisée, adénopathie satellite comme une angine, adénopathie cervicale, carré dentaire, adénopathie sous-maxillaire ou cervicale. Recherchez toujours la porte d'entrée. Voilà. Inoculation, infection systémique comme syphilis, rickettsiosis, VIH, syndrome mononucléosique, etc. Donc, l'infection peut être virale, bactérienne ou parasitaire.
Voilà, l'origine tumorale, donc elle peut être tumeur solide, cancer de ORL, ou bien métastase à distance d'une tumeur solide, ou bien une hémopathie, lymphome, leucémie lymphoïde chronique, ou syndrome lymphoprolifératif, LNH, lymphome de Hodgkin, etc. Les maladies de système, surtout le lupus et la sarcoïdose. Pour les adénites infectieuses, donc un examen FNSVS, sérologie virale liée à la tuberculine, on fait test rapide, on fait ponction et ça nous permet de faire la cytoponction et de faire les prélèvements microbiologiques. Les prélèvements, on a la PCR, culture, étude anapath pour en cas de prélèvement de biopsie ganglionnaire. Les différentes étiologies, que ce soit virales ou bactériennes, virales, le plus fréquent, c'est l'Epstein-Barr virus, cytomégalovirus, VIH, parvovirus, l'herpès, voilà. Bactérienne, c'est tuberculose. On a On fait l'hémoculture PCR sérologique et donc les différentes pathologies infectieuses et causes infectieuses, donc que ce soit virales, bactériennes ou parasitaires, toxoplasmoses, peuvent donner des adénopathies. Donc voilà, et généralement ce sont des adénopathies douloureuses. Il y a des signes de périadénite, par exemple tuberculose, il y a recherché de fistulisation à la peau. Donc voilà, il y a des éléments d'orientation. Quand c'est une adénopathie infectieuse, c'est généralement douloureux, c'est aigu, il y a des signes de périadénite, etc. Donc voilà, pour les adénites tumorales, c'est des adénopathies qui sont fermes. Mobiles, non adhérentes au plan profond, contrairement aux adénites infectieuses. Ils sont indolores de différentes tailles. Voilà, et l'évolution, elle est plus ou moins chronique. Le plus souvent, quand c'est des métastases, c'est des adénopathies isolées. Ponction ne permet pas de poser diagnostic, c'est l'étude histologique. Par exemple, si on a atteinte cervicale haute, c'est le cancer du carrefour aérodigestif. Et c'est pour ça, dans le bilan d'extension lymphomoschkin, je vous ai dit, quand il y a des adénopathies cervicales hautes, il faut un examen ORL à la recherche d'une néoplasie du Cavant, etc. Euh, Atteinte du Cavant. Voilà. Donc, atteinte claviculaire, surtout diffusion de origine pulmonaire, tube digestif, axillaire, c'est le cancer, pensez cancer du sein, atteinte inguinale, pensez cancer anal, les cancers gynécologiques, etc. Métastases mélanome peuvent intéresser tous les aires ganglionnaires. N'importe quel cancer peut donner des métastases ganglionnaires régionales ou à distance. Ça, c'est important pour le tumoral. On a lymphome de Hodgkin, on a vu les différentes. Ce qu'il faut savoir, les adénopathies peuvent être localisées, peuvent être généralisées. Dans l'Hodgkin, c'est asymétrique. Asymétrique, ils sont de volume variable, indolore, non inflammatoire, non compressif, ferme, mais pas pyreuse. Asymétrie, c'est un élément diagnostique. Pour la leucémie lymphoïde chronique, c'est symétrique et bilatéral. Vous voyez, ça, c'est des éléments d'orientation. Il faut connaître le maximum, avoir le maximum d'informations. Il faut lire le maximum. Les adénopathies d'autres origines, donc les maladies de système, on a les lymphogranulomatoses, donc les sarcoïdoses, c'est un diagnostic d'élimination. On a aucune cause, on a une femme dans la quarantaine avec adénopathie médiastinale, donc on pense à sarcoïdose, on fait étude histologique, on a une lésion lymphogranulomatose, c'est pas une tuberculose, c'est pas une hémopathie maligne, c'est pas un Hodgkin. Je demande dosage d'enzyme de conversion il est élevé, donc ça m'oriente vers la sarcoïdose. Donc voilà, les déficits immunitaires peuvent donner des adénopathies, les maladies de système comme le lupus, maladie style maladie Kawasaki. Donc les adénopathies peuvent être observées. Donc on peut aller jusqu'à donc ce qui va nous permettre, donc il y a l'orientation clinique, l'interrogatoire, l'orientation clinique, biologique, et on a la cytologie, mais surtout l'histologie qui va nous permettre de orienter. Mais si on a un contexte particulier, donc on peut être orienté au début, même avec la clinique. Donc voilà les différentes causes. On peut les classer selon le mode d'évolution. Donc soit adénopathie aiguë,
Donc, c'est les adénopathies aiguës, c'est surtout infectieuses. Sont situées dans le drainage et recherche l'existence d'une porte d'entrée, adénite microbienne, carie dentaire, plaie infectée de la main, infection gynécologique. Donc, quand c'est aigu, on pense et on va palper les adénopathies douloureuses, c'est surtout les causes infectieuses. Quand c'est subaigu, 1 à 3 mois, il y a les causes bénignes, donc les infectieuses, viroses, un syndrome mononucléosique, HIV, rubéole, adénovirus, donc il faut faire une sérologie virale bactérienne, parasitaire, on recherche les portes d'entrée, etc. Et maligne, c'est surtout les leucémies aiguës. Donc, orientation, donc il y a des signes d'insuffisance médulaire, syndrome infectieux, hémogramme, frottis qui vont permettre de voir les places, etc. Donc voilà, c'est aigu. Chronique, il y a les bénignes, comme tuberculose, donc GP, voire biopsie est indiquée. Dans certains cas, à la recherche granulome inflammatoire avec le casillium. Et sarcoïdose, adénopathie cervicale médiastinale, donc on fait une biopsie, on va trouver une lésion granulomateuse, sans casillium. Les causes malignes, donc soit primaire, syndrome lymphoprolifératif, LLC, LNH, etc. C'est la GP biopsie ganglionnaire qui vont nous permettre de poser le diagnostic, sauf la LLC, c'est le score de Mathieu-Test. Deuxième, secondaire, métastase du cancer solide, altération de l'état général, caractère, donc il y a des éléments d'orientation. Donc voilà, les adénopathies, il y a selon lésions histologiques et selon l'âge, donc il y a plusieurs modes de classification. Mais nous, on préfère cette classification, donc aigu, subaigu ou chronique, donc pour ne pas vaut mieux avoir une classification bien détaillée, la retenir, mieux d'avoir 1000 et ne retenir rien. Donc, de préférence, se référer à cette classification et avoir en tête donc les trois grands groupes infectieux, tumoral et maladie de système. Donc voilà pour les adénopathies. Pour la splénomégalie, je vais être rapide. Donc splénomégalie, c'est défini par hypertrophie de la rate de 1 à 5 et on a parlé, donc elle est non palpable à l'état normal sauf chez une nourrisson inférieur à 6 mois, donc un nouveau-né. La fonction de la rate, elle a plusieurs fonctions, donc l'hématopoïèse fœtale, ensuite après la naissance, c'est l'hématopoïèse exclusivement médulaire. L'hémolyse physiologique, c'est le centre de cimetière, les globules rouges. Immunologique, donc ça intervient dans l'immunité cellulaire et humorale. Stockage des plaquettes. En cas de thrombopénie immunologique, on fait indication de la splénectomie. Donc il y a le pool plaquettaire qui dépasse 30% du taux total. Et on va enlever le site de destruction. Fonction hémodynamique, donc elle est dans le carrefour du transporte. Donc voilà, quand il y a de l'HTP, on a l'hépatosplénomégalie. Donc il joue un rôle dans la fonction hémodynamique. Elle a une fonction hémodynamique. Donc cliniquement, on va patient, il est allongé, les jambes semi-fléchies pour décontracter l'abdomen. On commence de palper, donc avec une palpation, les mains réchauffées, rassurer le patient, parler avec le patient, donc lui expliquer le geste et on commence à palper de la fosse iliaque gauche jusqu'à l'hypochondre gauche. On remonte doucement et on va sentir le bord inférieur. Donc, quand on arrive à la dernière côte flottante, donc on demande au patient de faire une inspiration profonde afin de faire baisser la rate, le diaphragme, donc la rate elle va descendre et là on peut sentir le bord inférieur, ce qu'on appelle pointe de rate. Voilà, il faut rechercher les signes cliniques associés, la fièvre, signe anémie, les signes de cytopénie, l'ictère, subictère pour nous orienter vers l'hémolyse, les signes d'hypertension portale, donc la circulation veineuse collatérale, l'hépatomégalie, il a fait une fibroscopie, les varices œsophagiennes, etc. Les signes d'HTP, que ce soit clinique, radiologique et endoscopique. Distinguer une splénomégalie, donc les diagnostics différentiels avec un gros rein ou bien un sympathoblastome chez l'enfant et les tumeurs coliques, l'estomac et le lobe gauche du foie. Une fois on élimine le diagnostic différent, donc toujours interrogatoire minutieux, examen clinique, on fait un examen clinique complet, tous les rechercher les signes accompagnateurs, les caractères de la rate, ferme, indolore, élastique, le bord inférieur friendly. Donc voilà. Ensuite, donc voilà la classification. On peut de type 1, type 5. Donc 1, c'est
inspiration profonde, il y a point de rate. Ensuite, type 2, c'est ne dépasse pas, c'est entre l'ombilic et dernière côte flottante. Distance report costal et l'ombilic, donc la mi-distance. Et type 3, c'est l'ombilic. Et 4, c'est entre l'ombilic et la fosse iliaque. Et 5, ça atteint la fosse iliaque gauche. Donc voilà, mais ce qui est utilisé aujourd'hui, donc on fait une ligne et on commence à palper. Si on est là, on va calculer la distance entre le rebord costal et le bord inférieur. On va calculer ce qu'on appelle le débord splénique. Comme ça, on sera plus précis. Par exemple, on va dire que la patient présente une splénomégalie avec un débord splénique à 10 cm. Donc, si moi ou un autre médecin ou vous allez faire l'examen, on va avoir une même dimension. Donc, on aura la même mensuration. Donc, comme ça, on va avoir le même langage. Donc, on essaye de faire des scores, de faire des classifications afin d'homogénéiser, standardiser le langage et avoir le même langage. Et comme ça va nous faciliter d'homogénéiser la prise en charge. Voilà. Donc, diagnostic étiologique, toujours l'interrogatoire. L'examen clinique, il faut rechercher les réticulocytoses, les signes d'hémolyse afin les anémies hémolytiques. L'échographie splénomégalie doit être supérieure à 15 cm et la splénomégalie, surtout diagnostic, il est clinique, il faut la palpation, il faut savoir comment palper une rate. L'examen à visée étiologique, donc il y a les causes hématologiques, il y a les causes infectieuses, il y a les causes congestives surcharge. Donc voilà les 5 causes de splénomégalie. Quand on a une splénomégalie, donc il y a des causes hématologiques, il y a des causes infectieuses, des causes congestives, de surcharge et tumorales. Donc voilà, les causes hématologiques, si on est devant l'hémolyse, on va demander bilan d'hémolyse, test de COMS direct et rechercher les anémies hémolytiques congénitales. Si on est devant une infection, on demande des diatypes sérologiques, gotypèse pour le paludisme, etc. Cause congestive, l'échographie abdominale, fibroscopie, donc à la recherche de signes d'HTP. Surcharge, on va faire le dosage enzymatique gaucher, donc par exemple le maladie de Gaucher. Cause tumorale, on va faire bilan d'extension complète, la recherche de syndrome tumoral. Donc voilà, donc les étiologies, donc infectieuses, on va faire chapitre par chapitre. Donc on a 5 causes, soit infectieuses, donc bactériens, virales, parasitaires, toutes les infections peuvent donner une splénomégalie, donc septicémie pyogène, brucellose, la typhoïde, tuberculose, VIH, syndrome mononucléosique, CMV, les viroses, toutes les viroses, parasitose, toxoplasmose, paludisme surtout, donc mycose, c'est pour ça il faut pour s'orienter, un bon interrogatoire, rechercher les signes accompagnateurs et comme ça on va s'orienter. On a les 5 chapitres, on va raisonner en fonction de ces 5 chapitres. Hématologique, il y a bénigne et maligne. Bénigne, c'est des anémies hémolytiques chroniques ou aiguës. Anémie hémolytique, surtout chronique, quand il y a la triade hémolytique, on a une pâleur subictaire et la splénomégalie. Donc, c'est une triade hémolytique. Je vais m'orienter directement vers l'hémolyse, je fais bilan d'hémolyse et l'exploration de cette anémie hémolytique. Voilà, maligne, donc si on a par exemple, une splénomégalie et un hémogramme, on a une hyperleucocytose. Donc, on va s'orienter vers une myélémie supérieure à 20%. Un LMC, voilà. Polyglobuline vacueuse, myélofibrose fermite. Donc, tous les syndromes myéloprolifératifs. Les syndromes lymphoprolifératifs peuvent donner une splénomégalie. Ça fait partie des aires ganglionnaires. Donc, que ce soit dans la LSI, lymphome d'Hodgkin, etc. La leucémie aiguë, voilà les causes hématologiques. Les autres causes congestives, c'est l'HTP, donc soit bloc hépatique, cirrhose alcoolisme, sus-hépatique thrombose, urticarie pour le bloc sus-hépatique. L'inflammatoire, PR, etc. Surcharge maladie de Gaucher, Niemann-Pick, il y a des dosages enzymatiques qu'on va faire si on suspecte surcharge ou il y a un contexte familial. Donc, antécédent tumoral, bénigne, kyste ou bien maligne et idiopathique quand on n'a aucune cause. Donc voilà les 5 chapitres les plus importants. Je vais passer rapidement sur, donc on va faire une révision générale.
Donc, j'espère que c'était clair pour les conduites à tenir devant une adénopathie. Donc, adénopathie, voilà les différentes causes. Splénomégalie, voilà les différentes causes. Donc, on a les 5 grands chapitres. Donc, voilà, l'orientation, il faut toujours un interrogatoire bien précis. Il faut avoir le maximum d'informations pour bien guider votre interrogatoire. Il faut savoir ce que vous cherchez. Donc, en fonction de la clinique, en fonction des antécédents personnels et familiaux, l'entourage, les conditions économiques, montage, etc. Ensuite, on va s'orienter cliniquement, on recherche les signes accompagnateurs, on va pour les adénopathies, hémographe, frottis, on dire à la tuberculine, et on fait cette ponction pour devant tout, il faut garder en tête adénopathie, surtout subaiguë, entre 1 à 3 mois, faire une cétoponction. Voilà. Et biopsie ganglionnaire, ça permet l'examen de certitude. Pour la splénomégalie, donc il y a des orientations, il y a les 5 chapitres. En fonction de signes d'appel, on peut s'orienter un de ces étiologies. Donc voilà pour la conduite à tenir devant adénopathie et splénomégalie. On va faire une révision générale sur les hémopathies malignes parce qu'on a fait les chapitres des globules rouges, l'hémostase, et il nous reste les hémopathies malignes. Donc, on a leucémie et lymphome, tout dépend de l'origine de la cellule. Donc, vous voyez, ça, c'est le schéma d'hématopoïèse, c'est les souches qui vont donner des progéniteurs, des précurseurs, qui vont subir une maturation et donner des éléments fécondisants de cellules matures qui vont quitter la moelle pour exercer leur rôle dans le sang et dans les tissus. Donc, quand il y a une anomalie qui provient de la moelle, donc l'origine de la cellule médulaire, on parle de leucémie, que ce soit aiguë ou chronique. Et quand ça vient des tissus, c'est les lymphomes. Les tissus secondaires, les systèmes lymphoïdes, les organes lymphoïdes secondaires, ganglions, la rate, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, etc. Les leucémies, on a les leucémies, quand ça touche, il y a les leucémies aiguës, c'est-à-dire il y a un blocage de maturation avec prolifération de ces cellules immatures. Donc, blocage de maturation à stade immature qui va donner des blastes. Ces blastes, ce qu'on appelle leucémie aiguë cellule jeune. Soit leucémie aiguë myéloblastique quand ça touche les lignes myéloïdes, leucémie aiguë lymphoblastique quand ça touche la lignée lymphoïde. Quand il n'y a pas un blocage de maturation, mais il y a une prolifération avec une anomalie clonale, si ça touche le syndrome lymphocyte, donc c'est le syndrome lymphoprolifératif, c'est le leucémie lymphoïde chronique. Quand ça touche les lignées granuleuses, c'est surtout la leucémie myéloïde chronique. Il y a les syndromes myéloprolifératifs, syndrome lymphoprolifératif. Syndrome lymphoprolifératif, ça regroupe toutes les anomalies qui touchent, donc voilà, LLC et les lymphomes. Et il y a les gamma-pathés monoclonales qui font partie du syndrome lymphoprolifératif, les dysglobulinés, myélome et Waldenström. Donc, font partie du syndrome lymphoprolifératif, LLC et les lymphomes. Voilà. Et les gamma-pathés monoclonales, l'origine est médulaire, que ce soit les plasmocytes pour le myélome, que ce soit Waldenström pour les lymphoplasmocytes. Ensuite, on a les syndromes myéloprolifératifs. C'est une prolifération exagérée due à une anomalie clonale, la cellule souche hématopoïétique. Donc, elle va donner soit une prolifération exagérée des granules, donc c'est la LMC, prolifération, c'est la globule rouge, donc polyglobulite vaqueuse, des plaquettes, c'est la thrombocytémie essentielle. Et quand il y a de la fibrose, donc myélofibrose primitive, voilà, au splénomégalie myéloïde. Donc, voilà pour les hémopathies myéloïdes. Ensuite, les lymphomes. Les lymphomes, tout dépend de l'origine de la cellule. Il y a la cellule, donc elle est pré-centre germinatif, pré-centre germinatif, lymphome du manteau, centre germinatif, ça provient, donc on a le lymphome folliculaire, lymphome à grande cellule B et le lymphome de Hodgkin. Post-centre germinatif, lymphoplasmocytaire, lymphome de la zone marginale. Voilà donc l'origine également pour les hémopathies lymphoïdes. Donc, leucémie aiguë, c'est un blocage de maturation avec accumulation de cellules blastiques. Ces cellules blastiques, donc le diagnostic, il est
posé sur le médulogramme, blastose supérieure à 20%. Donc, accumulation de ces cellules blastiques, il va donner un envahissement médulaire qui va être responsable de l'insuffisance médulaire. Donc, on a le syndrome anémique, syndrome infectieux et syndrome hémorragique, surtout l'hémostase primaire. L'hémorragie cutanéenne, il faut rechercher les signes de gravité infectieuse, donc le choc septique, les signes de gravité hémorragique, le bulbe endométrial, l'hémorragie rétinienne, les syndromes d'intolérance médulaire. On fait l'hémogramme, donc on a la pancytopénie, on fait le frottis, on va trouver des blastes. On complète par médulogramme, on va trouver des blastes supérieurs à 20%. Et les blastes, les causes, donc les complications tumorales, donc les cellules peuvent être détruites en périphériquement, libérer de l'ADN, libérer les constituants. Donc on aura syndrome de Lys qui va être responsable, syndrome de Lys qui englobe les complications métaboliques, hypercalémie, hypocalcémie, hyperphosphorémie, LDH élevé, on aura l'acide urique élevé, on a jusqu'à l'insuffisance rénale parce que l'élimination est surtout rénale. L'envahissement des autres organes, on aura le syndrome tumoral. Ensuite, on va classer la leucémie aiguë en fonction de la coloration cytochimique. Si elle est positive, ça nous oriente vers une leucémie aiguë myéloblastique. Si elle est négative, que ce soit noir soudan, MPO, et il y a l'estérase pour les M4, M5. Et si c'est négatif, c'est les LAL. Ensuite, on a la cytométrie en flux qui permet de typer la leucémie aiguë. Et comme ça, on aura le stade bien précis. Donc, il y a les différentes classifications FAB de M0 jusqu'à M7. M0 indifférencié, peu de différencié 1. 2, c'est avec différenciation. M3, premier leucocytaire qui est caractérisé par CIVD. M4, M5, elle est hyperleucocytaire et surtout le syndrome tumoral, hypertrophie gingivale. Érythroïde pur, c'est la M6 quand ça touche la ligne érythroïde. Mégacalycitaire, c'est M7. Donc, et les ALAL, c'est B et T, également, l'immunophénotypage, il est indiqué. Les mauvais pronostics, c'est M0, M6, M7, et la biphénotypique, on peut avoir les deux touchés, donc une myéloblastique avec une lymphoblastique. C'est pour ça important de faire la cytométrie. Ensuite, donc le bilan, on a posé le diagnostic, on a classé notre patient selon la classification FAB ou OMS, on recherche les bilans de complications, on fait le bilan préthérapeutique, ensuite il y a le traitement symptomatique qui est passé surtout sur le support transfusionnel par globulaire, par les kyloplaquettaires et les PFC, surtout en cas de CIVD qui se voit plus souvent dans la M3. Et il y a là le pyrénol pour diminuer l'acide urique, l'antibiothérapie, exhalation en cas d'hypercalémie, dialyse en cas d'insuffisance rénale très sévère, donc avec troubles ioniques, etc. Ensuite, traitement spécifique, c'est la polychimiothérapie, induction, consolidation et entretien, surtout pour les LAL. Pour les LAM, c'est le protocole 3+7. LAL, il y a plusieurs protocoles, Linker, Graal, FRAL, etc. Ça, c'est pour la leucémie aiguë. Pour le leucémie lymphoïde chronique, ce qu'il faut savoir, c'est une lymphocytose supérieure à 5000 avec, donc voilà, une lymphocytose supérieure à 5000, polyadénopathie symétrique, ça touche surtout le sujet âgé, et une lymphocytose supérieure à 5000, on fait frottis sont des petits lymphocytes matures, donc on n'a pas de pro-lympho, donc inférieur à 15%, qui ne dépasse pas les 55%, sinon on sera dans le leucémie pro-lymphocytaire quand ça dépasse 55%. Donc, c'est des petits lymphocytes matures avec des ombres de cambrage, c'est les lymphocytes éclatés. On fait le score de Matutes par cytométrie en flux. Un score de Matutes 4 à 5 confirme le diagnostic de la LLC. On fait la classification qui est connue, la classification de Binet. On a stade A, stade B et stade C. Et les inconglionnaires, on a 5 cervicales bilatérales, axillaires bilatérales, inguinales bilatérales, la rate et le foie. 5 aires ganglionnaires. Si on a 3 aires inférieures à 3 aires ganglionnaires, donc stade A, supérieur ou égal à 3 aires ganglionnaires, stade B, devinez, et il y a stade 3, quelles que soient les aires ganglionnaires, mais si on a hémoglobine inférieure à 10 ou bien thrombopénie inférieure à 100 000 qui sont dues à l'infiltration. Donc, parmi les complications, c'est surtout les cytopénies auto-immunes, l'anémie hémolytique auto-immune et
thrombopénie auto-immune. Il faut éliminer par test de Coombs et la moitié on a une thrombopénie. Ensuite, il y a le traitement, il y a l'abstention thérapeutique quand c'est stade A, B, sans signes généraux, sans rien, hein, donc elle n'est pas symptomatique. Quand ça devient tumeur symptomatique, il y a des critères de mise en traitement, il y a protocole de polychimiothérapie, RFCC, le code standard sujet jeune fille, et pour sujet âgé, erbendamustine ou bien erchloraminophen, il y a d'autres protocoles. Donc, voilà, le leucémie chronique, c'est surtout la splénomégalie avec une myélémie. On fait un frottis, donc on a une myélémie supérieure à 20%. Recherche BCR ABL positif. Donc ça, on pose le diagnostic de la LMC. Pour rechercher la phase, donc on fait un médulogramme. Il y a des critères de phase 1, phase 2, phase chronique, phase d'accélération et phase d'acutisation. La phase chronique, donc on n'a pas une blastose. La phase d'accélération, on a une blastose entre 10 et 19%. Supérieur à 20%, c'est une acutisation, c'est bon, c'est la leucémie aiguë. C'est l'évolution naturelle sans traitement. On peut arrêter donc la maladie en phase chronique. C'est pour ça qu'il faut le diagnostic précoce. Parce que si on arrive phase chronique, on commence le traitement, c'est bon. Le patient, il peut même guérir. Jusqu'à maintenant, il y a des tentatives d'arrêt du traitement et le patient, il avance comme un sujet normal, avec un traitement long cours et parfois on peut arrêter le traitement. Donc voilà. Et ça peut évoluer. Parmi les complications, c'est l'évolution. C'est pas dans tous les cas, il y a une évolution vers l'accélération, l'actualisation, mais ça, c'est l'évolution naturelle sans traitement. Voilà. Le traitement, c'est surtout les inhibiteurs tyrosine kinase, première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc voilà. Pour lymphome de Hodgkin, donc les complications également, donc on a vu l'évolution et il y a les thromboses. Les autres syndromes immunoprolifératifs ne font pas partie de votre programme. Ensuite, qu'est-ce qui va nous... Lymphome de Hodgkin, il faut connaître surtout les adénopathies asymétriques, connaître les signes généraux, l'histologie et la classification donc histologique type 1, type 2, type 3 et type 4. Donc, riche lymphocyte type 1, sclérone nodulaire le plus fréquent type 2, cellularité mixte type 3 et déplétion lymphocytaire type 4. Ça, c'est le lymphome Hodgkin classique. Et il y a l'autre entité nouvelle, donc il y a 5 types. Nouvelle entité de lymphome de Hodgkin nodulaire prédominance lymphocytaire. Il y a un lymphome classique avec ces 4 types histologiques. Voilà. Ensuite, la classification de Ann Arbor. Les aires ganglionnaires, c'est pas comme la LSC, donc chaque aire ganglionnaire, donc il y a cervical droit, cervical gauche, axillaire droit, axillaire gauche. Donc il faut connaître les aires ganglionnaires. Stade 1, atteindre une seule aire ganglionnaire. 2, plusieurs aires ganglionnaires du même côté du diaphragme, soit sus, soit sous. Stade 3, c'est de part et d'autre. Atteinte viscérale à distance, stade 4. Quand ça par contiguïté, c'est stade E. X, quand il y a EMT supérieur, c'est l'indice médian thoracique supérieur à 0,35, ganglionnaire, masse ganglionnaire supérieure à 10%. Absence de signes généraux A, B, quand il y a des signes généraux B. Voilà. Ensuite, il y a le myélome multiple, c'est une infiltration plasmocytaire avec un pic monoclonal. Les plasmocytes, donc il y a les manifestations qui sont dues à l'infiltration plasmocytaire, c'est les lésions osseuses, les géodes, les fractures, les lésions lithiques et les fractures pathologiques jusqu'à la compression médulaire. L'infiltration médulaire, ça va donner l'anémie, les infections parce qu'il y a un déficit immunitaire et les immunoglobulines monoclonales vont se déposer au niveau du rein et donner de l'insuffisance rénale et elles peuvent donner donc l'hyperviscosité au niveau neurologique, neuropathie, etc. Donc l'évolution, elle évolue par plateau. Donc on traite, ça donne une rémission, ensuite récidive, rémission, récidive, c'est une maladie incurable. Voilà le pic monoclonal, donc il faut toujours l'électrophorèse protéine sérique. Pour confirmer le pic, c'est faire immunoélectrophorèse. Donc ça, c'est un pic à base étroite. C'est d'allure monoclonale. Pour confirmer la monoclonalité, on fait l'immunofixation et on fait les free light. Ensuite, la moelle pour rechercher plus de 10% de plasmocytes. Recherche les complications, bilan préthérapeutique et de traiter. Maladie de Van Strom, c'est pic à IgM avec une infiltration lymphoplasmocytaire médulaire. Tout pic IgM, c'est une maladie de Van Strom jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a des anomalies qui sont liées à l'infiltration tumorale, circulation de l'IgM, surtout les syndromes
d'hyperviscosité cytopénie et dépose DGM, c'est les amyloses. Donc voilà le traitement, il y a l'abstention et quand c'est symptomatique, il y a des critères mis en route de traitement, on traite. J'espère que ça a été clair. Donc pour toutes vos questions,